bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch sur la chaîne du CNES. Aujourd'hui, on va parler du télescope spatial James Webb. On va partir dans les coulisses de cette mission spatiale. Je suis Alice Thomas et j'aurai le plaisir d'animer cette émission pendant votre pause déjeuner. Pour parler un petit peu de cette émission, je suis accompagnée de plusieurs personnes. Nous avons Anthony Boccaletti de l'Observatoire de Paris, Christophe Cossou du CEA, Olivier Lamarle du CNES et Nicole Nesvabda du CNRS. Bonjour à tous les quatre. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Je vais vous proposer déjà un premier tour de table pour vous présenter, voir un petit peu ce que vous faites et raconter aussi votre lien avec le télescope spatial James Webb. Christophe, par exemple, si vous voulez commencer. Donc, moi, je travaille au CEA sur le JWST depuis à peu près 6 ans. Et là, ces 6 derniers mois, j'ai été impliqué dans le commissioning. Donc, c'est la phase de préparation de l'instrument une fois qu'il est lancé dans l'espace. D'accord, merci beaucoup. Olivier? Moi, je travaille au CNES, Centre national d'études spatiales, et donc c'est l'Agence spatiale française qui a financé, on va dire, le développement de la contribution française. Et donc, j'ai été responsable de ce programme, c'est-à-dire de cette partie financement et relations institutionnelles avec les organismes et avec les partenaires internationaux. D'accord, merci beaucoup. Anthony? Alors, moi, je suis directeur de recherche, je travaille à l'Observatoire de Paris, dans un laboratoire qui s'appelle le LESIA. Et au LESIA, on a conçu le système coronographique qui permet d'observer des exoplanètes, enfin, qui va permettre d'observer des exoplanètes avec l'instrument MIRI de James Webb. Et j'ai commencé à travailler sur James Webb en 2002. D'accord, Myri, on en parlera juste après. Merci beaucoup. Et Nicole? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice, qui est en arrière. Et je suis astrophysicienne et je n'étais pas impliquée dans la construction du JWST, mais j'espère de pleinement en profiter après parce que je fais partie des gens qui ont du temps d'observation avec le JWST et donc on est tous très très curieuses de voir comment ça va se passer. Merci beaucoup. Voilà, ils sont tous les quatre présents pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à interagir. Je garde un œil sur le chat, les modérateurs aussi, et on remontera vos questions à nos intervenants. Je vous propose déjà de redonner un petit peu de contexte à cette mission, parce que voilà, c'est une mission de la NASA, mais il y a de nombreux pays et institutions qui sont impliqués. Et on va recontextualiser un petit peu tout ça avec la place de la France et de ses différentes institutions. Olivier, si vous voulez commencer. Oui, alors il faut essayer d'être très synthétique pour expliquer quelque chose de très compliqué. Un projet comme le James Webb et comme la plupart des grands projets d'astrophysique spatiale et au sol également sont des grands projets internationaux. Donc, il y a en général un pays qui est leader, mais il y a beaucoup de contributions de partenaires. C'est le cas du James Webb. Le James Webb, c'est un projet qui est piloté par la NASA, bien sûr, mais avec des contributions importantes d'autres pays. Et le Canada et un certain nombre de pays européens qui ont participé, on va dire, sous l'égide de l'ESA. Donc l'ESA a organisé cette contribution qui comprend plusieurs livraisons. Concrètement, c'est du matériel qu'on livre à la NASA, une partie qui vole sur le satellite et puis le lancement par la fusée Ariane 5 qui est également payé par l'ESA. Donc voilà, ça c'est le contexte général. Les agences se mettent d'accord pour construire ensemble et lancer et opérer ce satellite. Et puis tout ça c'est basé sur les efforts scientifiques qui ont défini la mission au départ, qui ont dit voilà ce qu'il faut faire, qui ont contribué dans les labos à construire les instruments et qui vont exploiter les données. Et ça également, c'est à la charge des agences de chaque pays de soutenir et de financer ces travaux de construction puis d'exploitation scientifique. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Anthony, par exemple, voudrait compléter? Ou n'importe qui d'autre, hein. Oui, non, mais c'est exactement ça. Donc, tous les projets, en fait, astro
Et Planeto aussi, on a beaucoup parlé par exemple de Persévérance l'année dernière, et c'est pareil, c'est un projet international aussi. Et donc ces grands projets, ça se fait que si on arrive à se coordonner, à prendre des expertises qui existent partout dans les différents laboratoires, les différents pays. Mhm. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire des grands projets. D'accord. Et alors la place de la France dans Web, où est-ce qu'elle est? Alors, dans ce contexte général, il y a une contribution. Donc la contribution de l'Europe, elle a trois volets. Une contribution majeure à l'instrument MIRI. Il y a quatre instruments à bord du satellite, hein, derrière le télescope. Donc l'instrument MIRI qui a été construit en grande partie par des laboratoires européens. L'instrument NIRSPEC, dont on reparlera aussi, qui a été fourni également par l'ESA, mais directement construit par l'industrie européenne. Et puis la fusée Ariane 5 payée par l'ESA. La France est intervenue directement dans MIRI, comme d'autres pays. Donc, la France a fourni, on viendra dans le détail après, mais MIRI, c'est un instrument assez compliqué qui a en particulier une fonction d'imagerie qui fait des photos. Et donc, la France a fourni l'imageur, la partie imageur de l'instrument, et le coronographe dont Anthony a déjà un peu parlé, et dont qu'on décrira plus tard. Donc, c'est ça essentiellement la contribution, je dirais, on dit hardware, matériel, fourni par la France, c'est l'imageur et son coronographe. D'accord. Bah justement, on peut parler un petit peu de MIRI. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? Je peux commencer et puis Anthony et mes collègues compléteront. MIRI, c'est un gros instrument hein, qui doit faire pas loin d'un mètre cube, on va dire, qui tient à peine sur une grosse table et qui comprend tout un système optique destiné à alimenter plusieurs voies possibles. Donc, c'est un instrument qui peut faire des images et également des spectres. Donc, le spectre, hein, c'est étaler la lumière en fonction des longueurs d'onde, c'est faire un arc-en-ciel, sauf qu'on n'est pas dans la lumière du visible, mais on est dans l'infrarouge. Mais c'est le même principe. Donc, et les spectres permettent de faire des analyses chimiques et de vitesse également sur les milieux qu'on observe. Donc, c'est très complémentaire aux images. MIRI fait un peu tout ça, selon le mode qu'on choisit. Et puis, il fait donc la coronographie, qui permet c'est un dispositif qui permet d'éteindre la lumière d'une étoile pour observer des exoplanètes ou des objets faibles à côté de l'étoile qu'on ne verrait pas sinon parce que l'instrument serait ébloui. Hein, c'est comme un appareil photo quand on regarde on prend une photo sur une scène trop éclairée, il sature complètement et les petits détails, on ne les voit pas. Donc, il faut masquer en fait les objets les plus lumineux. C'est ça le coronographe. D'accord, donc l'idée c'est qu'on va mettre un cache en quelque sorte devant l'étoile pour masquer sa lumière. Oui, sauf que là, je vais laisser la parole à Anthony. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est pas juste une petite pastille, ça marche pas. C'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Oui, alors je peux effectivement rebondir là-dessus. Déjà, un aspect historique, en fait, la coronographie, ça dérive, enfin, le nom même, en fait, c'est la couronne du soleil. Et donc, on a développé cette technique, ça date des années 30, en fait. Ça a été inventé à l'Observatoire de Meudon par Bernard Liot, qui souhaitait observer la couronne du soleil, pas seulement pendant les éclipses solaires, mais tout le temps. Donc, il a inventé un dispositif qui cache la surface du soleil. Et en fait, au niveau optique, c'est un petit peu plus compliqué que juste cacher la surface du Soleil ou une étoile. Ça implique un certain nombre de systèmes optiques qui fait que on arrive effectivement à observer la couronne autour du Soleil. La couronne du Soleil est 1 million de fois plus faible que le Soleil, que la surface du Soleil. Donc, quand on va parler d'exoplanètes, on va aussi chercher ce genre de contraste. On va parler d'objets qui sont plusieurs dizaines ou centaines de milliers de fois, voire millions de fois plus faibles que leur étoile. Donc c'est ça le principe du coronographe. Ça a été ensuite développé jusqu'au point de pouvoir l'utiliser sur des étoiles. Ça, c'est apparu plutôt dans les années 80-90. On a commencé à se dire, tiens, cette idée, elle n'est pas si bête. Ça a été inventé dans les années 30, mais en fait, ça marche toujours, c'est super. Et donc, testons-la sur des étoiles. Et effectivement, ça a permis, par exemple, d'observer le premier système exoplanétaire, qui est Beta Pictoris. Donc Beta Pictoris, on n'avait pas encore trouvé de planète à cette époque, dans les années 80, mais on observait un disque de poussière grâce à ce coronographe.
Et donc, on en a déduit que s'il y avait de la poussière, c'est que c'était un système jeune et que donc il devait y avoir des planètes en formation. Et ensuite, dans les années 90-2000, on a commencé à réfléchir à des systèmes coronographiques plus adaptés à des télescopes pour observer des étoiles. Et on en a par exemple inventé un à l'Observatoire de Paris, qui est celui qui est installé dans la caméra MIRI, qu'on voit à l'écran d'ailleurs, qui s'appelle un masque de phase à 4 cadrans. C'est un masque un petit peu particulier qui n'est pas juste un masque opaque qui cache l'étoile, mais c'est quelque chose d'un peu plus complexe qui utilise ce qu'on appelle la phase de l'onde électromagnétique pour détruire en fait la lumière de l'étoile. Donc tout l'art de la coronographie, c'est de détruire la lumière de l'étoile pour essayer d'observer ce qui se trouve autour d'une étoile, et donc en particulier des exoplanètes, mais ça peut être aussi tout ce qui se trouve autour des étoiles et en fait qui constitue les systèmes exoplanétaires. Donc quand on parle d'imagerie en coronographie, on va surtout s'intéresser à tout ce qui se trouve autour des étoiles et qui va donner naissance au système exoplanétaire ensuite, et puis ensuite observer les exoplanètes avec. Donc voilà un petit peu le côté historique de ce projet en fait. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une première. C'est la première fois qu'on envoie ce genre de coronographe dans l'espace. Voilà. Donc on en a déjà utilisé au sol. Mais à l'époque où il a fallu réfléchir à un système pour James Webb, étant donné un certain nombre de contraintes, on n'a pas non plus. Et puis du type de coronographe qui existait à cette époque, il a fallu choisir le système en 2005 en fait, donc bien avant le lancement. Il a fallu définir qu'est-ce qu'on voulait construire comme coronographe. Et il fallait s'adapter surtout à la particularité de MIRI, qui est d'observer dans l'infrarouge moyen. Donc c'est le seul instrument de James Webb qui observe de 5 à 28 microns. Donc ça, c'est l'infrarouge moyen ou l'infrarouge thermique. Et ça, c'est très difficile à accéder depuis le sol. Et donc, c'est pour ça qu'on va dans l'espace pour atteindre ces longueurs d'onde, et qui sont très intéressantes pour les exoplanètes. On en reparlera sûrement après, mais pas que, pour l'extragalactique, etc. Pour plein de domaines scientifiques. D'accord, merci beaucoup. Et justement, vous disiez qu'il a fallu le choisir en 2005. Combien de temps ça prend pour préparer une mission? Comment on conçoit une mission spatiale de l'ampleur de Webb, et comment ça s'articule entre les différents partenaires et institutions? Alors, le James Webb, c'est un bon exemple. On peut voir un peu toute l'historique de James Webb. En 89, alors que Hubble n'était pas encore lancé, le directeur du STSCI, un institut à Baltimore qui était chargé des futures opérations de Hubble et puis maintenant des opérations de James Webb, a lancé un appel aux scientifiques pour faire un grand atelier de travail. Je crois qu'il y avait plus de 300 personnes pour réfléchir à l'après. Donc, il fallait tout de suite se mettre au travail à réfléchir quelle serait la suite. Donc, la première étape, c'est que ce sont les scientifiques. C'est les scientifiques à qui les agences s'adressent en disant qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour aller plus loin, sachant que pour des efforts de cette ampleur, il n'est pas question de faire un petit peu mieux. C'est vraiment préparer la révolution d'après. Donc, James Webb était né, il s'appelait Next Generation Space Telescope. Donc, tout de suite, l'idée d'aller dans l'infrarouge, parce que Hubble ne va pas assez dans l'infrarouge pour observer des objets très lointains, en particulier, comme on le verra. Donc, voilà, tout de suite, les scientifiques ont dit maintenant, il va falloir aller dans l'infrarouge. Il va falloir un grand télescope, la lumière sera plus faible, la résolution angulaire, la qualité de l'image sera moins bonne, parce que dans l'infrarouge, elle est forcément moins bonne par les lois de l'optique. Donc, il faut compenser ça par un grand miroir. Et voilà, les bases étaient nées. Ensuite, on entre dans une phase d'étude qui peut durer des années, c'est-à-dire que avant de lancer la moindre construction, à part des prototypes, il faut faire énormément de simulations, de calculs. Ça, c'est également les scientifiques qui sont à la manœuvre, avec l'aide des agences et qui passent des premiers contrats dans l'industrie. Donc, tout ça se met en place un peu progressivement sous l'égide de la NASA. Et puis, rapidement, la communauté internationale est associée. C'est une réflexion internationale. Donc, tout de suite, les Européens, les Canadiens disent nous, on a des idées aussi, on est prêt. On lance nos propres études, en particulier sur MIRI, études de faisabilité, pour voir quelle taille ça ferait, quelle performance on pourrait avoir, quel coût ça aurait, etc. Et ça, tout ça, on va dire, ça a pris une bonne dizaine d'années.
pour arriver jusqu'à la fin des années 90 à un état où les agences estiment que les dossiers sont suffisamment sûrs pour passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est d'un côté demander les budgets. Donc typiquement aux États-Unis, c'est aller devant le Congrès et dire voilà, on a un super, ce qu'on appelle une flagship, une mission amirale qu'on veut construire. On vous demande le budget. Et puis préparer les contrats industriels, parce que à partir du moment où on va construire, ça va beaucoup reposer sur des grands contrats industriels. Et donc là, on entre dans une phase qui a duré typiquement encore 2-3 ans, 3-4 ans même, pendant laquelle les agences progressivement consolident l'argent qu'elles vont pouvoir mettre, se mettent d'accord, signent des accords. Alors on itère un petit peu, on dit non, finalement, ça on ne pourra pas le faire, ça on pourra le faire. Pour la petite histoire, très tôt, la NASA et l'ESA, on va dire en 2000 à peu près, ont discuté sur une contribution qui était le lanceur Ariane, la fusée Ariane 5 et l'instrument NIRSPEC, le spectromètre NIRSPEC. C'était ça qui intéressait la NASA en premier lieu. Et les Européens poussaient pour mettre aussi MIRI à bord. Mais MIRI n'était pas dans ce qu'on appelle la baseline, c'est-à-dire les études initiales américaines. Et la NASA n'était pas très chaude pour mettre MIRI. Et c'est qu'on a dit un instrument compliqué, avec une organisation compliquée, beaucoup de partenaires. La NASA ne voyait pas ça d'un très bon œil. Elle estimait que c'était un risque pour le projet, ça risquait de faire prendre du retard. On pourra en reparler. Et puis, avec un risque aussi à bord, un risque de panne. C'est un instrument qui doit être, on en reparlera aussi, qui doit être refroidi beaucoup plus que les autres. Il est très compliqué. Et donc, il a fallu une forte pression. Et c'est là un peu le rôle des agences qui relaient la demande des scientifiques, qui ont mis une forte pression sur l'ESA, les agences européennes, pour que l'ESA mette la pression sur la NASA pour mettre MIRI à bord. Et tout ça s'est traduit par une série d'accords entre la NASA et l'ESA d'un côté, puis entre l'ESA et ses pays membres européens de l'autre, visant à essayer de mettre tous les garde-fous nécessaires pour que MIRI ne mette pas en danger l'ensemble du projet. La petite histoire, c'est que MIRI a été livré très tôt, en 2012, et a attendu 10 ans avant de pouvoir être lancé. Donc, ce n'est pas vraiment MIRI qui a mis le projet en retard. D'accord, merci beaucoup. Et ces collaborations au quotidien, concrètement, comment ça se passe? Comment on fait pour travailler depuis la France avec la NASA? Ça, je peux peut-être laisser Christophe, Anthony. Ouais, je peux peut-être commencer sur ça. C'est les années qui précèdent le lancement, c'est beaucoup de mails et beaucoup de téléconf, pour faire court. C'est vraiment comme ça qu'on travaille. Il y a des téléconférences régulières pour se mettre au point sur certains aspects, notamment il y a des téléconfs avec le SDSCI pour les aspects pipeline, par exemple, c'est eux qui développent le pipeline. Et tous les mois, on avait une réunion pour nous faire remonter les questions et les problèmes qu'on pouvait avoir, et eux faire remonter ce que eux développaient et où ils en étaient. Et c'est un peu la même chose pour tous les aspects. Donc chaque équipe fait certaines choses. Donc en Europe, le consortium européen, c'est lui qui centralise les activités sur le développement de MIRI, les développements logiciels, la préparation du commissioning. Donc tout ça, il y a des réunions la plupart du temps en interne, et puis ensuite on met en commun quand c'est pertinent avec la NASA et les équipes là-bas pour être sûr de ne pas perdre d'informations en route, de ne pas dupliquer le travail et de bien passer les informations, parce que à l'issue du commissioning, l'ESA va livrer l'instrument aux Américains. C'est les Américains qui vont gérer le web au STSCI. Et donc, nous, notre responsabilité, elle est à 6 mois après le commissioning. On s'occupe de l'instrument, on livre, on teste, et ensuite, c'est à eux. D'accord. Est-ce qu'Anthony, par exemple, veut compléter? Oui, là, Christophe a parlé en fait de la partie vraiment une fois que l'instrument est construit, et voilà, il faut préparer tout ce qui va se faire ensuite. Et moi, j'ai plus travaillé en fait sur la phase en amont, sur la définition des objectifs scientifiques, les spécifications de l'instrument. Pour le coronographe uniquement, je ne suis pas intéressé à tout l'instrument, mais voilà, que sur la partie exoplanète et disque.
Ça aussi, c'est pareil, c'est beaucoup d'interactions dans des réunions assez régulières. Au niveau des équipes françaises, alors l'avantage qu'on a peut-être avec MIRI, c'est que c'est une équipe assez resserrée dans le sens où il y a 4 laboratoires français en fait, qui participent, dont 3 sont en région parisienne. Donc déjà, ça facilite beaucoup les échanges en fait. Donc les réunions assez régulières au début qui avaient lieu au CEA pour définir les spécifications. Les spécifications, c'est par exemple, je sais pas moi, avec quelle précision il faut que l'étoile soit pointée sur le coronographe pour que ça fonctionne. Et puis il y a plein d'autres spécifications de l'instrument. Donc ça a été travaillé déjà en interne, puis remonté au niveau du consortium européen et ensuite du consortium global, parce que c'est effectivement un instrument qui est moitié européen, moitié américain. Voilà, il y avait aussi pas mal d'échanges avec les États-Unis, avec des collègues qui se sont rapidement aussi intéressés à ce qu'on avait proposé. Donc ça, c'était assez, je trouvais assez bien comme situation, comme ambiance aussi. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose de particulier au niveau des États-Unis, c'est que quand on propose des choses, souvent ils s'y intéressent et au point de s'y investir beaucoup avec nous. Et donc, il y a eu pas mal de travail en commun avec des collègues américains, que ce soit pour définir les programmes scientifiques qu'on allait mener après, quel type d'objet on allait observer avec l'instrument, ou préparer en amont aussi la conception de l'instrument et les opérations aussi. Les opérations, c'est tout ce qui consiste à faire fonctionner le télescope, et ça, c'est une phase assez critique aussi qu'il faut prévoir. Ça, c'est pas une fois qu'on l'a lancé qu'on décide comment on va faire fonctionner le télescope. Donc ça, tout ça, c'est en amont. Et effectivement, on peut comprendre ensuite que ça prend plus d'une décennie, voire ici 2 décennies, parce que c'est un projet très complexe. En fait, on peut comparer assez facilement à la construction d'une maison. Quiconque a vécu la construction d'une maison, il y a une phase d'étude avec l'architecte qui fait les plans, qui les revoit plusieurs fois. Ensuite, il va trouver l'entreprise avec différents corps de métier ou plusieurs entreprises qui vont intervenir. Il faut faire un planning. Chacun va intervenir au bon moment. Il y en a qui vont intervenir plutôt à la fin et au début. Et puis ensuite, il y a des réunions de chantier, des réunions de coordination régulières parce qu'on a des mauvaises surprises en cours de route, des choses qu'il faut adapter. Donc, c'est à la fois très structuré dès le départ, avec des plannings, chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a des plannings où la livraison, chacun doit livrer sa contribution parfois au jour près. Mais évidemment, il faut s'adapter en permanence parce que finalement, il y en a un qui n'a pas pu livrer. Donc, le suivant qui attendait, il va falloir qu'il fasse autre chose en attendant. Et donc, il y a des chefs d'orchestre, l'équivalent un peu du maître d'œuvre qui va diriger les travaux de la maison, qui sont là, je dirais, tous les jours à coordonner tout le monde, un gros effort de coordination. Au départ, on essaye, tout comme dans une maison, de segmenter les contributions d'une façon logique, c'est-à-dire une façon qui permette à chacun de travailler de façon autonome. Évidemment, si Anthony, quand il définit les spécifications du coronographe, il a besoin toutes les heures d'appeler son homologue américain, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait une partie où il puisse travailler avec le côté observateur de Paris pendant plusieurs jours, avancer, et puis ensuite on fait des points de rendez-vous. Ça, c'est toujours la petite difficulté parce qu'en fait, malgré tous nos efforts, le coronographe, il est franco-américain, MIRI est franco-américain, néerlando, belge, allemand, espagnol, et c'est très, très intriqué quand même. Et en fait, comment on fait pour travailler? Donc, Christophe et Anthony ont mentionné beaucoup de téléconf et de visioconf, il y a aussi beaucoup de voyages. C'est vraiment, quand on s'engage dans ces contributions-là, il ne faut pas avoir peur de voyager, d'être souvent parti. Et puis pour les agences, il ne faut pas avoir peur de mettre la main au porte-monnaie. C'est une part importante du budget, c'est les voyages. Ce n'est pas négligeable du tout. D'accord, merci beaucoup. Et Nicole, du point de vue de quelqu'un qui n'a pas participé à la conception d'un instrument, est-ce qu'il y a une manière particulière de se préparer à travailler avec un télescope comme ça? Oui, absolument. Donc déjà, il y a une préparation scientifique qui consiste à développer un projet scientifique à long terme pour nous, surtout dans l'extragalactique, donc tout ce qui est en dehors de la Voie lactée. Pour nous, on fait souvent des travaux assez complexes où on observe dans différentes longueurs d'onde, donc on observe les différentes composantes d'une galaxie
qui peuvent être très divers et chacune émet de sa propre manière dans les différentes bandes du spectre électromagnétique. Donc, chacune émet sa propre lumière, si vous voulez. Il y en a qui sont plus chauds, qui sont plus froids, et tout ça change un peu la signature de l'objet que vous avez. Et le JWST, il va nous donner accès à une partie particulière qui est particulièrement intéressante. Et là, on a mis des années aussi de préparation pour voir qu'est-ce qu'on peut attendre de ces sources-là, quelles sont les questions les plus pertinentes, les plus intéressantes qu'on voudra aborder avec ces instruments-là. Et comment est-ce qu'on va faire? Et là aussi, pour un utilisateur aujourd'hui, donc c'est pas, on ne peut pas juste écrire une lettre à l'observatoire et dire observez la grande nébulosité d'Andromède pour moi. Non, il faut être beaucoup plus précis. Il faut déjà avoir une bonne connaissance des instruments. Il y a des simulateurs pour ça qui ont été mis en place par les différents consortia qui ont construit les instruments pour nous permettre aussi de voir qu'est-ce que je peux attendre précisément de tel et tel instrument. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Donc, pour vraiment savoir quelles sont les questions que je peux aborder et jusqu'à où est-ce que je peux pousser avec la précision des données que je vais avoir, avec la faiblesse des objets que je peux observer, avec les structures fines que je peux résoudre, que je peux voir individuellement dans mon jeu de données pour pouvoir ensuite déduire les différentes caractéristiques des objets qui m'intéressent. Donc, il y a aussi toute une période de préparation. Nous aussi, on a commencé à mettre ensemble les équipes, les groupes d'observation qui sont aussi internationaux que pour la construction des instruments. Donc, par exemple, un projet que je pilote où je travaille avec des chercheurs au Japon, en Australie et en Inde pour vraiment avoir aussi la collaboration avec les meilleurs théoriciens au monde qui pourront nous aider à interpréter les observations qu'on va avoir. Donc, c'est toujours la science, c'est toujours une grande collaboration avec des experts de tout un nombre de différents sous-domaines de ce qu'on fait. D'accord. Bah, merci. Donc on attend avec impatience le 12 juillet où on va découvrir les premières images du télescope. Mais Webb, il a décollé quand même il y a 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 6 derniers mois, depuis son départ? Christophe? Oui, alors il s'est passé beaucoup de choses. Les 6 mois, donc c'est ce que j'ai mentionné un peu tout à l'heure qu'on appelle commissioning en anglais. C'est vraiment une phase de démarrage, un peu comme quand on démarre une voiture ou un ordinateur, on entend des bips, on a des lignes qui défilent. Ben là, c'est exactement la même chose qui s'est passé pour James Webb en 6 mois. Sauf qu'il faut bien se rendre compte que le télescope, il est beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'un ordinateur ou une voiture, même les deux réunis. C'est vraiment une machine qui est gigantesque, extrêmement complexe et c'est faire travailler ensemble énormément d'équipes différentes. Il y a des équipes spécialisées à tous les niveaux, des équipes qui s'occupent de la fusée, des équipes qui s'occupent du guidage, des équipes qui s'occupent des roues à inertie pour positionner le télescope. Évidemment, il y a les équipes pour chacun des 4 instruments. Donc c'est vraiment extrêmement complexe. Chacun a des choses à tester et il faut les tester dans l'ordre. C'est-à-dire, on ne commence pas à tester les instruments tant qu'on n'a pas vérifié que le miroir était focalisé et qu'on pouvait orienter le télescope là où on voulait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait par étapes. Et ces 6 derniers mois, c'est ça qui s'est passé en fait. Donc, il y a eu d'abord envoyer le télescope, vérifier qu'il était bien au bon endroit, qu'il y était, que tout s'était déployé comme il fallait. Et ensuite, c'est arranger les miroirs pour s'assurer que le miroir du télescope, c'est un miroir qu'on peut voir en arrière-plan d'Anthony. C'est un miroir qui est composé de 18 segments séparés. Et ces 18 segments, il faut les orienter séparément pour s'assurer qu'ils pointent la même zone du ciel. Donc, c'est arriver à transformer 18 miroirs complètement séparés et à le faire fonctionner comme si c'était un seul gros miroir. Donc ça, c'est une grosse phase du web, c'est préparer ça, c'est focaliser le télescope en fait, c'est s'assurer que si on met une source brillante, ben, au lieu d'avoir 18 points brillants, on va en avoir un seul au milieu qui est parfaitement net. Donc ça, c'est la première phase. Après, il y a les autres instruments et donc là, pour ce cas-là, MIRI était à part. Et donc, ça va revenir tout au long de la vie du James Webb, mais MIRI est un instrument à part dans le JWST par plein d'aspects parce que c'est de l'infrarouge moyen
Donc, il faut être refroidi plus froid que les autres. Tous les autres instruments sont en refroidissement passif. Donc, on est derrière un écran. Il y a 5 couches grandes comme un court de tennis pour nous protéger de la lumière de la Terre et du Soleil pour être refroidi. Je crois que c'est autour de 50 Kelvin, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc ça, c'est suffisant pour les autres instruments parce qu'ils sont à courte longueur d'onde. Donc c'est entre 0,02 et 5 microns. Et MIRI, par contre, c'est entre 5 et 28 microns. Et donc là, c'est pas suffisant d'être en refroidissement passif. On a un système de refroidissement actif. Et pour l'activer, il faut attendre qu'on soit déjà refroidi suffisamment froid, donc autour de 50 Kelvin. Et ensuite, quand on est à ces températures-là, là, on peut enclencher en gros, une sorte d'air conditionné ou le système de refroidissement qui va permettre d'évacuer la chaleur de MIRI. Parce que sinon, en fait, MIRI, il s'observe lui-même. Et il va regarder, il va observer la température parce qu'il y a un rayonnement, ce qu'on appelle un rayonnement de corps noir. C'est un peu ce qui fait la luminosité du Soleil. Le Soleil a une certaine température et cette température fait qu'il émet du rayonnement. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Nous, on émet en tant que personne à 37 degrés Celsius, on émet aussi un rayonnement de corps noir qui est plutôt centré dans l'infrarouge. Et donc, ce rayonnement-là, on n'en veut pas quand on observe dans ces longueurs ondes-là, et c'est aussi pour ça qu'on va aller dans l'espace. Parce que si on regarde à ces longueurs ondes-là sur Terre, on va voir la Terre en fait. On ne va pas voir les objets qu'on essaie d'observer dans l'espace. Tout ça pour dire que MIRI a commencé sa phase de commissioning à la fin des 6 mois. Exactement, je ne sais plus trop, autour de 120 jours après le lancement, un truc comme ça, où on est suffisamment froid pour pouvoir allumer les détecteurs et pouvoir commencer à tester toutes les différentes sous-parties. Et donc là, pendant ces 6 mois, c'est vraiment orchestré, millimétré et préparé depuis des années. Moi, ça fait 3 ans, je pense, que je prépare ces 6 mois-là, où je prépare qu'est-ce qu'on doit faire. En gros, la phase qui est assez compliquée à préparer, c'est OK, il faut vérifier que l'instrument fonctionne, mais qu'est-ce qu'il faut vérifier pour que l'instrument fonctionne? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on va observer comme source astrophysique? Qu'est-ce qu'on va faire comme test? Donc, il faut designer les tests qu'on doit faire. Il faut préparer l'analyse de ces tests. Donc, il y a beaucoup de développement logiciel, beaucoup de préparation avec les simulateurs et beaucoup de préparation des observations. Donc, qu'est-ce qu'on observe, pendant combien de temps, où ça, dans quel ordre, etc. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment uniquement la phase de préparation. Et les 6 mois, c'est on observe ce qu'on a prévu, on analyse avec les logiciels qu'on a prévus et comme il y a toujours des imprévus, on s'adapte à ce qu'on trouve dans l'espace et pour s'assurer que tout fonctionne et pour dire à la fin, c'est bon, tout ça, ça marche, on peut observer. Donc voilà, c'est à peu près ça les 6 mois, de mon point de vue en tout cas. Donc ce qui veut dire aussi que l'instrument, on se relaie en faisant les 3-8 aussi. Hein. Donc, il faut en permanence, en console, il faut 2 personnes en permanence. Donc, ça fait 6 personnes par jour sur 180 jours. Donc, ça demande une logistique qui est assez énorme. Et ça demande aussi pas mal de sacrifices des personnes sur place. Parce que c'est souvent des personnes qui préparent ça depuis... donc, peut-être des jeunes postdocs qui préparent ça depuis 10-15 ans. Et ces jeunes postdocs, maintenant, ils sont mariés, ils ont des enfants. Donc, ça veut dire qu'ils laissent des enfants en bas âge de 3-4 ans dans leur pays d'origine et puis ils partent 2 mois aux États-Unis pour travailler de nuit à n'importe quelle heure, 12 heures par jour pendant 7 jours sur 7. Voilà, il y a aussi une dimension humaine qui est importante. C'est compliqué de faire ce genre de choses. Ça se fait pas comme ça. Oui, c'est vrai que Alice, tout à l'heure, on a parlé de comment on fait pour travailler avec les partenaires sur ces grands projets. Le décalage horaire est quelque chose avec lequel il faut compter. Tout à l'heure, Nicole a mentionné l'Inde, l'Australie. Quand on doit trouver des horaires pour faire des réunions, des téléconférences ou des vidéoconférences, c'est aussi tout un exercice compliqué. Précisément, et effectivement, on a aussi un Américain dans l'équipe, mais ça fonctionne uniquement parce que lui, il est prêt de faire les visioconf à partir de minuit jusqu'à 1h du mat. Et c'est pour ça qu'on peut faire une visioconf. Pour nous, en Europe, c'est à 9h du matin, donc ça va.
Mais effectivement, c'est un problème, il faut compter avec ça et il faut accepter les horaires un peu inhabituels parfois hein, pour le travail. Oui, effectivement, c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, on se rend pas compte. Ouais. Et moi j'avais une question, c'est avec les premières images que vous obtenez pendant les tests, la calibration, on peut déjà faire un petit peu de science avec ou elles sont pas du tout destinées à ça? Alors, les images sont pas du tout destinées à faire de la science. L'objectif premier de ces images, c'est vraiment de caractériser l'instrument. Donc, c'est pas vraiment notre objectif. Ah, on va prendre cette image parce que moi, j'ai envie de faire de la science avec. Alors, moi, personnellement, je ne fais pas de science. Donc, vraiment, le but, c'est de faire la caractérisation de l'instrument en un minimum de temps possible et en étant le plus efficace possible. Donc, il y a vraiment un énorme travail d'optimisation. Quand on lance un satellite euh, comme ça, on n'a pas envie de passer 80% du temps de ce satellite à vérifier qu'il fonctionne. Le but, c'est vraiment de maximiser le rendement scientifique d'un tel instrument. Et donc ensuite, ces données-là seront publiques. Et si les gens veulent faire de la science avec, mais c'est tout à fait possible, et ils sont même encouragés à le faire. Mais c'est pas notre objectif à nous quand on fait les images. D'accord. Mais justement, ça revient à une question que je voulais poser un peu plus tard. Toutes les images, toutes les données de web, qui y a accès? Est-ce que tout le monde peut y accéder, tout le monde peut en faire quelque chose ou il y a des démarches particulières à faire? Alors, les données seront publiques à la fin du commissioning, donc après la publication des images le 12 juillet, donc peut-être quelques jours après, ce sera public. Mais pour l'instant, il n'y a que les gens qui font partie du commissioning qui peuvent voir ces images. D'accord. Mais ensuite, tout ça, ce sera public et les gens peuvent y accéder. Il y a un site officiel qui s'appelle MAST aux États-Unis. Il y a aussi un site web à l'ESA c'est des archives en fait qui permettent d'accéder aux données. Donc ça permet, on peut rechercher soit par le nom des objets, soit par les coordonnées, soit par les types d'observation, imagerie, spectroscopie. Ça dépend des intérêts des scientifiques. Ça dépend aussi un peu de la qualité du programme. Il y a des différents programmes d'observation, des différentes manières d'accéder en tant qu'observateur, d'accéder au GWST. Et, euh, et tous ces programmes, toutes ces manières, ils n'ont pas le même objectif. Donc, il y a trois manières pour avoir du temps sur sur le GWST. D'abord, il y a le temps garanti. C'est pour les consortia qui ont construit les instruments. C'est pour les remercier un peu pour leur effort. Et ils reçoivent, chaque consortia reçoit un certain nombre d'heures d'observation qu'ils peuvent partager entre eux sur leurs objets, sur leurs thématiques préférées. Ces données-là, donc, ce sont des objets qui vont être réservés, que personne d'autre ne peut observer en compétition. Eux, ils vont travailler avec. Ces données vont aussi finir par être publiques après un certain temps, mais ils ont un certain temps où ils ont accès privilégié. Puis après, il y a deux autres manières d'accéder au JWST. D'abord, il y a un certain nombre, il y a, je crois, 13 programmes qui vont être observés, qui sont déjà en train d'être observés, qui s'appellent Early Release Science. Et ça, c'est un programme un peu spécial parce que donc il y avait un appel d'offres fait à la communauté scientifique il y a quelques années où où la NASA a collectionné les programmes qui peuvent servir comme exemple pour tout un grand nombre d'autres programmes scientifiques plus détaillés qui vont être faits après. Et ces données-là, donc ce sont les tout premières données qui sont en train d'être prises et qui vont être rendues publiques à la communauté tout de suite. Je crois les premiers déjà le 12 juillet et les autres dans les mois à venir. Et ils ont fait pour que tout le monde puisse y accéder, pour que tout le monde puisse jouer avec ces données-là, entre guillemets, pour comprendre au mieux comment fonctionne l'instrument, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre pour les programmes scientifiques qu'on a en tête, et pour nous permettre de proposer les meilleurs programmes scientifiques pour la deuxième année d'opération du JWST. Et là, j'ai dit pour la deuxième année d'opération parce que la première année, on a déjà planifié ce qui va être observé et ça, c'est le troisième mode d'accéder au JWST. Ça s'appelle le GO, le temps ouvert de programme où toute la communauté ou tous les scientifiques dans les pays membres qui ont contribué au JWST
qui peuvent proposer leur projet de recherche préféré. C'est comme ça qu'on a nous aussi obtenu plusieurs programmes de temps d'observation. Et donc, on a une certaine question scientifique en tête. On sait à peu près comment on va l'aborder. Et donc, on écrit ce qu'on appelle une demande de temps d'observation. Donc, c'est plusieurs pages de texte où on décrit la question scientifique, pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse, qu'est-ce qu'on espère d'apprendre, comment est-ce qu'on va faire pour avoir les données qui vont nous permettre à répondre à cette question-là. Et ça, ce sont des programmes qu'on peut soumettre une fois par an ou à la NASA qui va ensuite sélectionner. Donc, il y a un comité en place qui sélectionne les programmes qui sont les plus intéressants et qui vont donc attribuer le temps à la communauté de cette manière-là. Donc, le but de tous les trois, c'est toujours un cible un peu différent, mais avec toutes ces trois facettes. L'idée, c'est d'assurer qu'on a le meilleur programme d'observation possible sur le JWST, parce que ce serait dommage, après toutes ces années d'efforts et de préparation, de ne pas y mettre les projets qui sont le plus prometteurs à la fin. Et donc voilà, pour nous aussi, en tant que chercheurs, c'est donc effectivement une manière d'avoir un accès aux meilleurs observateurs du monde. Ce n'est pas juste le JWST, il y a tout un nombre d'observatoires qui fonctionnent de la même manière dans l'espace et aussi au sol. Et ce qui est maintenant pour nous aussi intéressant, parce que je fais partie effectivement de plusieurs, donc je fais partie d'un programme ERS, où on n'a pas vraiment une bonne idée des données qui ont déjà été prises, s'ils ont déjà été prises, parce que tout est sous embargo, même pour nous, jusqu'au 12 juillet. Je fais aussi partie d'un programme Open Time, donc de temps ouvert, où on a aussi la fenêtre d'observation, elle s'est ouverte le 27 juin. Donc, il est possible que même pour ce programme-là, pour des données qui seront donc pour nous de manière privative pour un an, après ils vont être mises accessibles à tout le monde, mais pour un an, on aura donc accès privilégié à ces données-là. Et c'est tout à fait possible qu'on va apprendre le 12 juillet que ces données ont déjà été prises. Donc pour nous, c'est encore plus... là, on a vraiment envie de savoir et on est vraiment très curieuse pour ces différents programmes. Et alors concrètement, les données qu'on reçoit du télescope, à quoi ça ressemble? Parce que nous, public, on attend des superbes images, mais le télescope ne renvoie pas directement ces images-là. Voilà. Oui, bon, les données ils viennent toujours sous forme brute, hein, donc il faut faire du boulot pour voir ce qu'il y a vraiment dedans. Bon, pour le 12 juillet, il y aura donc les données du Early Release Science, par exemple, qui sont vraiment mis à la disposition de toute la communauté. Ces données-là, ils vont être prêtes à être utilisées pour les analyses scientifiques. Hein. Ça, c'est clair. Cependant, pour les projets de scientifiques plus réguliers, là, il faut faire un boulot, un travail, on appelle ça réduire les données. Donc, on aura les données brutes telles qu'elles ont été observées par le détecteur. Donc, on aura un certain nombre de photons sur une certaine partie du détecteur. Normalement, ça ne nous dit pas grand-chose parce que ce sont effectivement des instruments qui sont très complexes. Et donc là, il y a plusieurs étapes de calibration. En gros, ce n'est pas si différent de tous les travaux des derniers 6 mois dont a parlé Christophe. On aura les données scientifiques, on aura les données de calibration en parallèle qui nous disent quelle est la partie de l'instrument qui est aussi, qui fait aussi partie des données brutes et qu'il faut donc enlever avant d'avoir une manière d'avoir mis les données dans une forme qui nous permettra de travailler vraiment scientifiquement avec. On peut dire aussi, c'est que bon, les données qui arrivent du satellite, hein, c'est des 0 et des 1. Hein. C'est binaire. C'est ça que reçoit la NASA, qui arrive sur le premier écran, on va dire, sur le premier logiciel. Ensuite, il faut transformer tout ça soit en image, soit en spectre, soit en image coronographique exploitable. Et comme l'a dit Nicole, ces données, si on les affiche, on est capable de dire, bon, je sais que les 8 premiers bits, c'est le pixel en haut à gauche, etc. Donc, on peut projeter ça sur un écran, ça va être illisible. Parce que d'abord, il y a, comme l'a dit Anthony, non, c'est Christophe, il y aura aussi le rayonnement, même si on a refroidi au maximum, le rayonnement du télescope lui-même qui s'est ajouté à la source qu'on observe. Il peut y avoir des mauvaises surprises, ce qu'on appelle les rayons cosmiques qui passaient par là à ce moment-là, qui vont faire un signal, un pic
Donc, il va y avoir une tache blanche au milieu dans un pixel. Les pixels, ils ne sont pas parfaits. C'est-à-dire que derrière chaque pixel, donc c'est un détecteur physique qui transforme la lumière reçue en électricité. Et ce qu'on appelle le gain, le rapport entre la lumière reçue et l'électricité, il n'est pas tout à fait le même dans tous dans tous les détecteurs. Donc, même s'il y a une lumière uniforme qui arrive sur tous les détecteurs, derrière l'instrument, il va pas en renvoyer une image uniforme. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la calibration. C'est pour ce que Christophe disait. Tout ce qui a été fait ces dernières semaines, c'est de mesurer ces imperfections de l'instrument en vol pour pouvoir les corriger. Et derrière, donc, tout ce travail de correction qu'il y a à faire, il y a des gens qui font de la photo, qui retouchent les photos avec des logiciels. Moi, je ne suis pas trop spécialiste là-dedans, mais dans des logiciels de photos, il y a un certain nombre de fonctions comme corriger le fond, le contraste, qui sont déjà toutes prêtes. On met quelques paramètres, je veux plus de 50% de ci, 25% de ça. C'est un peu cet exercice-là qui va devoir être fait, sauf qu'il est complètement customisé. Il a été fait sur mesure pour chaque instrument. C'est ce que tout à l'heure on appelait le pipeline, c'est-à-dire c'est une suite de traitement de données qu'on a mis au point le plus en amont possible pour que ce soit pouce-bouton. On met, les données arrivent et puis à la fin, ça fait toutes ces corrections et puis on a ce qu'on voulait. Alors dans la pratique, il y a des équipes qui vont rester en permanence au STSCI à Baltimore toute la vie du satellite et qui vont régulièrement refaire des calibrations sur des sources bien connues, refaire des mesures de ces paramètres, de ces réponses de détecteurs et modifier les paramètres des logiciels pour que le vieillissement des instruments soit pris en compte. Parce qu'on cherche des aiguilles dans des bottes de foin, et donc on ne peut pas faire ça avec Photoshop Editor, ça ne suffit pas. Il faut des choses très, très customisées. Et ça a pris des années de mettre au point ces logiciels. Et c'est ça qui est mis à disposition des demandeurs comme Nicole qui obtiennent, je ne sais pas, quelques jours après que les données soient arrivées à côté NASA, qui obtiennent sur le matin un lien pour télécharger leurs images ou leurs spectres. Et c'est ce qu'on appelle en jargon les niveaux 2, on va dire. On a enlevé tout ce qui était imperfection de l'instrument du télescope. On a corrigé, parce que le satellite, il bouge un petit peu pendant la photo. Le moins possible, mais il bouge un petit peu aussi. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. On a mesuré son déplacement, il faut le corriger. Tout ça, c'est fait. Et ensuite, les scientifiques se lancent dans des séries de traitements qui sont encore d'étapes supplémentaires. C'est-à-dire que ce n'est pas juste en regardant l'image ou le spectre comme ça à l'œil sur l'écran qui vont en tirer la science qu'on va en faire. Ils vont rentrer ça à nouveau dans des logiciels encore plus spécialisés, dédiés, comme le disait par exemple Nicole tout à l'heure, pour regarder le spectre d'émission des galaxies qu'on a observées, les comparer à d'autres, faire des analyses plus poussées. Donc c'est en fait tout le domaine de l'astrophysique, c'est énormément de maths et d'informatique, énormément. Cependant, il y a une étape, et c'est au moment où toutes les calibrations sont faites et où on commence à vraiment travailler scientifiquement avec l'analyse scientifique des données. Et en ce moment-là, on a quand même une image devant soi où on peut reconnaître l'objet. Ça ressemble à une étoile, ça ressemble à une galaxie, ça ressemble à quelque chose qu'on peut aussi songer de voir sur le ciel si jamais on avait les yeux qui nous permettraient de le faire. Ou bien dans les cas d'un spectre, on pourra, avec des logiciels spécialisés, on pourra regarder, il y a telle et telle ray d'émission qui nous dit du mouvement de tel et tel nuage de gaz, est-ce que c'est plus vite, est-ce que c'est moins vite. Donc, il y a un moment où on regarde ces données comme si on regardait l'objet pour la première fois sur le ciel. Et c'est toujours un peu comme si on ouvrait un cadeau de Noël, parce que c'est en ce moment-là où on peut déjà dire dans les grandes lignes, est-ce que les cibles de mon projet de recherche, est-ce que les données sont à la hauteur pour répondre aux questions principales que j'ai? Et quelle est la réponse de base? Très souvent, on peut déjà deviner quel sera le résultat principal au moment où on regarde vraiment pour la première fois une image ou un spectre. C'est après, bien sûr, qu'il y a des mois et des mois de travaux beaucoup plus affinés, beaucoup plus détaillés pour vraiment avoir le résultat quantitatif. Mais pour avoir une première réponse, très souvent, on le voit déjà un coup d'œil. Ou bien on voit, ah mince, qu'est-ce qui se passe là? J'aurais pas attendu un tel truc, mais qu'est-ce que c'est ça?
ça peut aussi arriver. Et parfois, ce sont les meilleurs moments de la vie d'un chercheur parce que là, on est vraiment en train de découvrir quelque chose d'absolument nouveau. Donc, espérons qu'on aura beaucoup de moments comme ça avec JWST, même si au début, on va être complètement désespéré de trouver des réponses. Mais effectivement, beaucoup de grandes questions se sont même posées de cette manière-là, qu'on a trouvé quelque chose d'inattendu. Et je crois que tout le monde espère d'en trouver pleinement avec le JWST. Alors, dans les images que vous m'aviez envoyées, j'ai des exemples de à quoi vous ressemblez les données de MIRI, de MRS. Oui. Que je suis en train de montrer à l'écran actuellement. Je crois que c'est Anthony qui m'avait envoyé ça. Oui, oui. Alors le MRS, c'est un des instruments de MIRI. C'est pas celui sur lequel la France a participé justement, puisque nous on a travaillé sur l'imageur. Donc ça, c'est plus la contribution écossaise. Mais c'est un instrument très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle un spectrographe intégral de champ. Un spectrographe de base, c'est une fente qui permet de sélectionner une étoile sur le ciel, par exemple, et puis derrière, quelque chose qui disperse comme un prisme et qui disperse la lumière qu'on va analyser. Mais c'est un objet à la fois. Et très rapidement, on a voulu quand même, en astrophysique, être capable d'observer plein d'objets à la fois, pas juste un seul. Et donc, c'est ça la philosophie un petit peu du MRS ou des spectrons intégrales. C'est de pouvoir sortir dans un champ donné sur le ciel le spectre de tous les points de l'image, enfin de tous les points du champ. Et donc là, ce qu'on voit, c'est les deux détecteurs qui sont carrés du MRS, qui sont divisés en deux parties chacun. Donc on voit à gauche channel 1 et 2, donc les voies 1 et 2, puis voies 3 et 4 à droite, et une bande noire au milieu. Et chaque trait qu'on voit, c'est un spectre. Et donc il y a un système un peu complexe optique qui prend le champ sur le ciel, qui le découpe en bandes, et chacune de ces bandes va passer dans un disperseur, et on va recombiner ça ensuite. Donc en fait, nous, ce qui va nous intéresser au niveau astrophysique, c'est une sorte d'information en 3 dimensions, c'est-à-dire l'image pour chacune des longueurs d'onde qui sont utilisées par l'instrument MRS, qui va de 5 à 28 microns, donc c'est une énorme couverture spectrale. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse, mais en fait, c'est pas ça qu'on a au départ, c'est plutôt ce genre d'images qu'on voit, à partir desquelles il faut reconstruire ce cube de données, images en fonction de la longueur d'onde. Donc voilà, il y a l'étape dont on a parlé tout à l'heure qui est de corriger les défauts du détecteur, le bruit thermique, la variation de gain, etc. Et dans le cas du MRS, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a une étape de transformation d'image où on passe des spectres à des images à des longueurs d'onde différentes. Donc c'est vraiment, c'est peut-être pas le plus complexe des instruments, mais c'est un des instruments très complexes de MIRI, de James Webb en général d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup. Question maintenant sur concrètement comment on utilise ce télescope. Et on avait notamment une question tout à l'heure de Clem31 qui demandait dans quelle mesure agissez-vous sur le télescope? La séquence est-elle déjà enregistrée et joue automatiquement? Comment on pilote un télescope comme ça? Alors ça dépend de... Alors la question, ça dépend si elle porte sur l'aspect commissioning ou si c'est l'aspect des observations. Une observation en général, les personnes comme Nicole ou Anthony, quand ils veulent faire une demande, quand ils préparent leur observation, ils doivent dire quels objets ils veulent observer, avec quel instrument, et utiliser les simulateurs et les estimateurs de temps pour dire je veux observer cette étoile pendant tant de temps, découper, observer, faire une mosaïque pour avoir un champ plus grand, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de regarder quelle est la visibilité des objets qu'on veut voir. Donc ça dépend de l'objet. Donc en fonction de la position dans le ciel, James Webb pourra l'observer, mettons, de mai à juin, ou toute l'année, ou uniquement de septembre à novembre. Et en fonction de ces temps-là, c'est les équipes OSTCI qui vont organiser tout ça et planifier pour dire cette observation, elle est visible que de octobre à novembre. Donc, on va la mettre pour cette zone-là et on ne va pas essayer de l'observer en mai parce que ça ne servira à rien. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est vraiment comment on découpe le temps. Ensuite, dans la partie commissioning, c'est un peu différent.
parce que notamment dans les premières phases, des fois, on a des commandes directes. C'est-à-dire là, on envoie les commandes une par une au télescope et dans les toutes premières phases, quand on veut tester l'instrument, c'est pas des choses qu'on peut commander et planifier à l'avance. Donc là, on envoie des commandes, on regarde ce qu'on a comme résultat et on agit ainsi. Donc ça, c'est vraiment notre phase où oui, on peut commander l'instrument en direct pour certaines choses très spécifiques. D'accord. Oui, oui, à cette distance, il y a un petit délai de communication, mais qui n'est pas énorme quand même. Non, alors je saurais pas dire combien c'est, mais je pense que c'est vraiment pas. C'est de l'ordre de la seconde et c'est pas plus. D'accord, donc oui, le pilotage en direct reste possible. On n'est pas comme sur une mission sur Mars, par exemple, où là, ça devient complètement impossible. On n'est pas à 20 minutes. Oui. Cependant, il faut une certaine planification parce que, surtout pour des observatoires comme le JWST, on a tous l'intérêt de minimiser le carburant qui va être nécessaire pour bouger le télescope je ne sais pas pourquoi il y en a un écho. Pour bouger le télescope d'un point sur le ciel vers l'autre pour observer deux objets consécutifs. Et donc là, il y a toute une phase d'optimisation, de planification, comment faire le bon suite des différentes observations. Et c'est pour ça que normalement, donc pour d'autres observatoires comparables, je n'ai pas encore les chiffres pour le JWST, mais pour d'autres observatoires comparables, normalement, les séquences d'observation sont envoyées au télescope environ une fois toutes les 2 semaines. Et après, ça va être observé pendant ces 2 semaines. Donc, on apprend déjà 2 semaines d'avance qu'on est dans la queue maintenant, que les observations vont être effectuées à tel et tel moment, tel et tel jour. Donc, on peut croiser les doigts. Finalement, on ne peut plus rien faire parce qu'on a déjà tout préparé un an d'avance. Mais on peut croiser les doigts et on peut donc espérer que tout se passe bien. Donc, après 2 semaines, ils vont envoyer un autre nombre d'observations pour la séquence après. Et nous, ensuite, on attend quelques jours avec le télescope de Hubble, qui est un peu dans une situation comparable. Normalement, on a attendu 1 semaine, 2 semaines avant d'avoir la nouvelle que les données sont maintenant prêtes d'être récupérées par un téléchargement, comme l'avait décrit Olivier auparavant. Donc oui, c'est pas normalement pour les observations régulières, on n'envoie pas commande par commande. Donc ça va vraiment dans les parties un peu plus courtes. D'accord. Et alors justement, avec Webb, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à observer? Enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer ou pas? C'est vaste comme question. Bah, vous, par exemple, tout observer. Voilà. Parce que je sais qu'on pourra observer plein de choses, mais par exemple, Anthony, qu'est-ce que vous attendez de Webb? Alors, donc moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est l'exoplanétologie, donc la science des exoplanètes, donc d'autres planètes qui tournent autour d'autres étoiles, qui ne sont pas le Soleil. Et donc, il y a plein de questions qui se posent parce que c'est une discipline qui n'est pas si vieille que ça. La première exoplanète a été découverte en 95, même si c'est quelque chose qu'on espérait faire depuis très longtemps. Il a fallu attendre quand même des développements technologiques. Donc tout ça, c'est assez récent. Et surtout, ce qu'on sait depuis qu'on observe des exoplanètes, et aujourd'hui on en connaît un peu plus de 5000, c'est que finalement, il n'y a pas de système. Enfin, le système solaire, c'est pas un modèle particulier. Il y a tout un tas de planètes qui ne ressemblent pas nécessairement à celles du système solaire. Les systèmes ne sont pas organisés comme le système solaire. Donc le système solaire est un cas particulier. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais ça veut dire que c'est pas le modèle. Et donc, du coup, il y a plein de questions qui se posent. C'est de quoi sont constituées les autres planètes, comment elles se forment surtout, et comment elles vont évoluer autour de leurs étoiles. Et donc, il y a plusieurs façons d'observer les exoplanètes, de les détecter, notamment par ce qu'on appelle des méthodes indirectes qu'on utilise soit au sol, soit dans l'espace. Le télescope Kepler a détecté plein d'exoplanètes qui passent devant leur étoile et qui créent des petites éclipses. Donc ça, on en a découvert beaucoup. Et nous, on s'intéresse surtout à l'imagerie des exoplanètes. Pourquoi? Parce que c'est une des 2 seules façons, avec les transits, de pouvoir observer les atmosphères de ces exoplanètes. Parce qu'on est capable de voir la lumière qui va être émise par ces planètes.
Alors, les planètes qu'on va observer, elles n'ont rien à voir, enfin, en tout cas en imagerie, hein, elles n'ont rien à voir avec celles du système solaire, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus chaudes. Et elles sont chaudes parce qu'elles sont très jeunes. Pour observer ces planètes en imagerie, il faut qu'elles émettent de la lumière. Et elles en émettent si elles sont chaudes. Enfin, quand je dis chaud, c'est pas nécessairement brûlant, mais ça peut être quelques centaines de degrés Kelvin, ou typiquement plus de 500 degrés Kelvin. Mais ça peut aller jusqu'à 1500 degrés Kelvin. Donc c'est quand même ça peut être très chaud. Et donc ces planètes-là vont émettre de la lumière, et en particulier dans l'infrarouge moyen où MIRI va observer. Donc en analysant cette lumière, que ça soit juste dans un filtre d'imageur avec le coronographe ou avec le spectro-MRS par exemple, ce qu'on espère faire, c'est mieux comprendre la structure et la composition des atmosphères. En particulier, on va chercher à savoir si on va retrouver les mêmes molécules que celles qui sont présentes dans les planètes géantes du système solaire. Et là, je précise que je parle que de planètes géantes, je ne parle pas de planètes qui sont rocheuses comme la Terre. En imagerie coronographique, c'est essentiellement, on va s'intéresser qu'aux planètes géantes qui sont jeunes et qui sont chaudes. Donc, on va analyser la lumière, mesurer la composition atmosphérique, rechercher des traces de méthane, d'ammoniac, de vapeur d'eau, comprendre quelle est la structure en température, en pression de ces atmosphères, et essayer aussi d'avoir des diagnostics sur la façon dont elles se sont formées. Ça, c'est une des grosses questions sur les exoplanètes, c'est comment elles se sont formées. Parce que même au niveau du système solaire, on n'a pas été témoin de la formation du système solaire. Ça s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. Donc aujourd'hui, en observant le système solaire, on a des traces de cette formation, on a des informations, mais ça reste une théorie en fait. Et donc, c'est important d'aller observer des étoiles jeunes et des planètes jeunes pour comprendre les premiers moments. Alors, les premiers moments, ça veut dire quelques millions d'années hein, quand même. C'est à l'échelle de la vie d'une planète, c'est pas beaucoup. Mais c'est dans ce moment-là que ça se passe. C'est dans le premier million d'années que les planètes se forment autour des étoiles. Donc ça, c'est le premier point, je pense. Et puis la deuxième technique qui est utilisée, donc c'est pas mon domaine de recherche, mais c'est quand même quelque chose de fondamental avec James Webb, et pas seulement avec MIRI, mais avec tous les instruments de James Webb, c'est d'observer des planètes qui passent devant ou derrière leur étoile, parce qu'à ce moment-là, on est capable de voir la lumière qui soit traverse l'atmosphère de ces planètes, donc qui vient de l'étoile et qui traverse l'atmosphère, et donc qui emporte une signature de cette atmosphère, soit lorsqu'elles vont passer juste derrière, elles vont disparaître à un moment donné, et on va pouvoir distinguer en fait la lumière de l'étoile et de la planète. Et donc ça, c'est une autre façon de faire, de détecter des planètes et d'analyser leur atmosphère. Et là aussi, James Webb est fondamental parce que la chose la plus importante, c'est que ces longueurs d'onde-là qu'on va observer avec James Webb, on ne peut pas, pour l'instant, le faire depuis le sol. On pourra le faire dans peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années au sol, mais pour l'instant, ce n'est pas encore faisable. Donc, il n'y a vraiment que James Webb qui va accéder à ces informations sur les atmosphères de planètes. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des nouvelles planètes qu'on n'a jamais observées. En fait, la majorité, probablement toutes les planètes qu'on va observer avec James Webb sont déjà connues en fait. On les a déjà détectées en avance parce qu'on ne pointe pas le télescope au hasard, pas avec une mission comme ça. Donc on va pointer vraiment une étoile avec une planète qu'on connaît et qu'on veut mieux comprendre. Et en le faisant sur plein de planètes, on va essayer d'avoir des informations statistiques aussi. Puis évidemment, on se pose la question de savoir si la question des autres planètes qui ressemblent à la Terre. Alors, je sais qu'on en parle pas mal au niveau de James Webb, il y a pas mal d'espoir là-dessus, mais il faut quand même comprendre que c'est des choses très difficiles à faire. Les planètes de type terrestre, c'est pas un des objectifs principaux de James Webb. C'est vraiment un peu la cerise sur le gâteau, si vraiment on y arrive, quoi. En fait, ça, c'est plus quelque chose qui va être réservé à des futures missions spatiales dans 20 ou 30 ans. Donc, il y aura quand même des tentatives d'observer des planètes telluriques, donc rocheuses, qui ne sont pas du tout des analogues de la Terre, hein, qui sont rocheuses, mais qui ne ressemblent pas à la Terre, qui tournent autour d'étoiles beaucoup plus petites que le Soleil, mais qui sont très intéressantes aussi parce que leur température pourrait être comparable à celle de la Terre. Même si ce n'est pas des terres, leur climat peut quand même pas être si différent que ça. Donc voilà, ça c'est aussi un des objectifs super challenging de James Webb et de MIRI en particulier, mais également des autres instruments.
Peut-être pour que ce soit clair pour tout le monde, quand Anthony dit on va étudier ces exoplanètes, leur atmosphère, etc., on le voit là sur les images qui sont projetées. Il faut bien avoir conscience que ce que vont voir les instruments de James Webb, les plus puissants du monde dans ce domaine, ça va être des points, des tâches, une petite tâche, hein. Il n'est pas question de faire des cartes d'exoplanètes, de voir s'il y a des continents, etc. C'est des tâches et c'est l'analyse, on va dire, un peu macroscopique de la lumière reçue de ces exoplanètes qui va nous permettre de nous renseigner sur leurs atmosphères et puis peut-être un peu plus sur leur composition également. Mais il faut bien avoir en tête que c'est un travail qui se base sur des informations très, très réduites, hein. C'est une petite tâche sur quelques pixels. Vu la distance de ces exoplanètes, c'est déjà extraordinaire d'arriver à voir ça, à avoir une image d'une exoplanète. C'est très, très rare. Et Anthony l'a mentionné, l'immense majorité des exoplanètes connues à ce jour, elles sont, quand il dit connues, on sait qu'elles existent parce qu'elles ont été détectées par des moyens indirects, mais on ne les a jamais vues. Donc James Webb sera le premier à les voir vraiment, ces exoplanètes. La très grande majorité, on les détecte parce que soit elles passent devant leurs étoiles et en fait en observant l'étoile, on voit des baisses de luminosité périodiques. Ça fait ce qu'on appelle les transits, c'est des mini-éclipses. Donc voilà, on a la lumière d'une étoile qui baisse périodiquement. C'est forcément qu'il y a un objet qui passe devant, qui tourne autour, donc on en déduit que c'est une exoplanète. Ça peut être d'autres choses, mais on sait distinguer si c'est autre chose, mais on n'a pas vu l'exoplanète, hein. Ou alors ça peut être par le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement réflexe, c'est-à-dire que l'étoile attire la planète, mais la planète attire l'étoile aussi, donc l'étoile aussi bouge un petit peu. Et donc en observant les petits mouvements de cette étoile, on détecte qu'il y a une exoplanète. Là encore, c'est indirect. Donc on va franchir un pas parce qu'on va être, pour la première fois, on va être capable de regarder un nombre important de ces exoplanètes en vrai, grâce au coronographe, ou de détecter la lumière filtrée par leur atmosphère en transit, comme l'a dit Anthony. Mais voilà, on n'en est pas à faire une image d'une exoplanète, c'est-à-dire regardez, voilà l'exoplanète, on peut presque voir les arbres qui bougent avec le vent, hein. On n'est pas du tout là. Et on en est encore moins près de détecter voilà, des traces de vie, etc. Ça, c'est une question scientifique qui se pose, bien sûr, mais James Webb, c'est pas fait pour ça au départ. Et effectivement, sur les images qu'on montre, hein, là, c'est un système qui est très connu, hein. L'étoile s'appelle HR 8799. Bon, c'est pas un nom super, mais voilà, c'est un des systèmes qui a été observé énormément au sol. On voit l'image de l'étoile avec 4 planètes qui a été obtenue avec le télescope Keck, qui est un télescope de 10 mètres à Hawaï. C'est une étoile très jeune, il y a 30 millions d'années. Et les 4 points qu'on voit autour de cette étoile, c'est des super Jupiters. Ils font entre 5 et 10 fois la masse de Jupiter. Donc c'est typiquement le cas de planètes qui n'existent pas dans le système solaire. Donc finalement, on ne sait pas grand-chose de ces planètes. Et en plus, elles sont très très jeunes. Et donc, à partir de ces observations au sol, qui sont faites dans l'infrarouge proche, donc entre 1 et 2 microns typiquement, on a prédit ce qu'on allait pouvoir observer. Alors d'une part avec le coronographe, hein, c'est l'image en bas à gauche, et d'autre part avec le MRS, donc le spectrographe intégral de champ à droite. Et les informations sont très complémentaires. Et voilà, typiquement, on va chercher à détecter des traces de vapeur d'eau et de monoxyde de carbone. Ça, c'est les deux molécules qu'on espère pouvoir détecter dans l'atmosphère de ces planètes-là. Probablement pas d'autres parce que c'est des planètes assez chaudes. Elles font environ 1000 degrés Kelvin, ces planètes-là. Donc, elles sont quand même assez chaudes. Mais voilà le type de science qu'on va vouloir faire. Et comme le disait très bien Olivier, c'est pas des images résolues de la surface. En fait, ce qu'on va faire là, c'est juste prendre des points là qu'on voit et analyser la lumière de ce point. Et à partir de cette information-là, pour chaque longueur d'onde, eh bien, remonter à l'information de ce que contient l'atmosphère. D'accord, ce qui est déjà incroyable en soi. C'est déjà pas mal, oui, c'est déjà pas mal. Oui. Et vous, Nicole, qu'est-ce que vous attendez de tout un nombre de différents résultats, parce qu'en effet, je crois un des points très très forts du JWST, c'est qu'il va vraiment permettre de donner des résultats révolutionnaires pour tout un nombre de différents domaines. Et ça commence dans le système solaire, ça se poursuit par les exoplanètes, aussi par les régions de formation d'étoiles dans la Voie lactée.
et ça se poursuit dans l'extragalactique, donc dans l'étude de l'évolution des galaxies entre aujourd'hui et jusqu'au début de l'univers, quasiment jusqu'au Big Bang, ou jusqu'aux toutes premières galaxies les toutes premières étoiles dans les toutes premières galaxies qui ont commencé à rayonner quelques 100 millions d'années après le début de l'univers. Donc là, il y a une diversité énorme de résultats qu'on peut attendre. Et pour donner un tout petit peu un système à tout cela, le JWST va être particulièrement fort à observer tout ce qui est soit très très rouge ou soit très très distant. Et le très distant, c'est parce qu'il y a un effet dans la cosmologie, donc dans l'étude de l'univers en gros, qui s'appelle le redshift, le décalage vers le rouge. Donc la lumière qui est émise par une galaxie proche, qui est peut-être la lumière visible qu'on peut donc voir avec l'œil, si la galaxie est suffisamment brillante, cette galaxie-là, s'il a été émis par une galaxie très tôt dans l'histoire de l'univers, qui est très distante, cette lumière, lorsqu'il arrive chez nous, il va être très très rouge, il va ne plus être visible, il va être dans l'infrarouge, ce qui sont les longueurs d'onde qui portent un peu moins d'énergie, qui sont donc plus rouges que le rouge, si vous voulez, et qui sont donc oui, pour lesquels il faut donc avoir des instruments spécialisés comme celle du JWST pour pouvoir les détecter. Et la raison pour cela, c'est que l'univers, il est en train de se gonfler depuis le Big Bang, on le sait très bien, et cet effet de redshift, ou de décalage vers le rouge, ça a comme effet si vous avez une longueur d'onde très courte, donc la lumière bleue, qu'on voit comme la lumière bleue, qui est comme ça, normalement, elle va être aussi devenir plus large par cette expansion de l'espace autour, parce qu'imaginez, vous êtes, par exemple, vous avez des plis sur une nappe quelconque et vous allez la tirer, et donc aussi les plis ils vont devenir plus larges. Donc ça, c'est l'effet de décalage vers le rouge. Et pour cette raison-là, avec les télescopes qui travaillent dans le visible, comme par exemple le fameux Hubble Space Telescope, le Hubble qui était un peu l'antécédent du JWST, on ne peut plus voir la lumière la plus brillante des galaxies qui sont les plus distantes dans l'univers. Et donc, il faut aussi observer plus dans le rouge. Et ça, c'est le grand avantage du JWST. Pour les objets plus proches, comme dans la Voie lactée, ou les galaxies qui sont plus proches, vous avez aussi des objets très, très rouges parce qu'ils sont cachés derrière des nuages épais de gaz et des poussières. Et ces nuages épais, ils ont l'habitude d'avaler la lumière bleue de préférence et de laisser passer un peu plus la lumière rouge. Donc, si vous observez dans la lumière rouge, vous pouvez regarder à l'intérieur de ces nuages-là, vous pouvez voir ce qui se passe plutôt que de rester à la surface, ce qui se passe quand vous observez trop dans le bleu. Et donc, ces nuages-là, ils sont très intéressants parce que c'est là où se passe la formation d'étoiles. Et là, on a deux grands énigmes, disons, de l'astronomie aujourd'hui. C'est comment est-ce que les étoiles se sont formées, pas juste les systèmes planétaires, les exoplanètes, mais aussi les étoiles qui sont dans le centre, ou toutes les populations d'étoiles qui sont dans ces nuages, dans les régions de formation d'étoiles. Et ça se poursuit jusqu'à la formation des premières étoiles dans les premières galaxies dans l'histoire de l'univers. Et donc, en observant à ces longueurs d'onde-là, des questions qui, moi, m'intéressent particulièrement, personnellement, c'est surtout la question donc, des toutes premières galaxies et aussi la question des trous noirs qui se trouvent dans les toutes premières galaxies, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des trous noirs dans toutes les galaxies. Et là, je ne parle même pas des trous noirs normaux, entre guillemets, pour les astronomes, qui sont donc les rémanents des étoiles très très massives qui ont fait des explosions, et il reste un trou noir qui est le noyau de ces étoiles-là qui s'est effondu jusqu'à ce que rien ne peut plus s'y échapper, parce que c'est un objet extrêmement massif, extrêmement dense, et même pas la lumière ne peut plus s'échapper tellement la gravitation est forte. Mais il y a aussi les grands frères et sœurs, disons, de ces objets-là, qui s'appellent les trous noirs supermassifs. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un de ces objets dans chaque noyau de galaxie, dans chaque centre des galaxies. On n'a aucune idée comment ils se sont formés. Et ça, ce sont des objets tellement exceptionnels. On ne peut pas imaginer, mais on peut essayer d'imaginer la masse d'une petite galaxie, donc quelques millions, quelques milliards fois la masse du Soleil, qui sont réunis sur un rayon qui peut très facilement rentrer dans l'intérieur du système planétaire, même à l'intérieur de la distance de la Terre jusqu'au Soleil, parce qu'on vient d'avoir, avec une autre approche qu'on a pu faire depuis la Terre, on vient d'avoir la première image
de cet objet, de ce trou noir supermassif qui se trouve dans le centre de notre propre galaxie, de la Voie lactée. Et ce trou noir, il réunit 1 million de fois la masse de notre Soleil, mais dans un rayon qui est peut-être 10% de la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, ce sont vraiment des objets très, très extrêmes où on sait qu'il y a des effets de la relativité générale, donc des effets qui se passent vraiment, il y a énormément de masse réunie à très, très peu d'espace, qui sont des phénomènes qui, même dans leur physique de base, sont très peu compris. Et nous, on voudrait bien savoir comment se sont formés ces trous noirs, parce qu'on sait, et ça c'est encore plus mystérieux, on sait qu'il y a déjà ces objets-là d'une masse absolument extrême qui se sont trouvés à quelques millions d'années après le Big Bang. Et aujourd'hui, on a très, très peu d'idées de comment ils seront pu se former aussi rapidement. Parce que les trous noirs, lorsqu'ils accrètent de la matière, normalement, donc, ce sont des trous noirs parce que la lumière ne peut pas s'échapper, donc on dirait que ce sont les objets les plus sombres dans tout l'univers. Cependant, au moment où ils accrètent de la matière, où ils sont en train d'une phase de croissance en masse aussi pour eux, quand ils accrètent de la matière, elle est accélérée à des très grandes vitesses, et aussi à cause de la grande gravitation qui est produite par ces trous noirs. Et lors de l'accrétion, la matière, ça frappe. Hein. Il y a des nuages qui frappent contre d'autres nuages et ça se réchauffe énormément. Et donc, ces trous noirs, ils deviennent les objets les plus lumineux dans l'univers parce qu'avec ce réchauffement, il y a aussi une augmentation en luminosité qui est associée. Et c'est grâce à cet effet-là qu'on peut observer ces objets jusqu'au tout premier objet qui se sont formés après le Big Bang, on espère. Et on espère de pouvoir comprendre donc, pourquoi est-ce que chaque galaxie a un trou noir supermassif dans le centre. Et pire encore, pourquoi est-ce que la galaxie et le trou noir, ils savent l'un de l'autre, parce que le trou noir, il a une certaine masse. La masse du trou noir, elle est très fortement corrélée, elle dépend très fortement de la masse de la galaxie autour. Et ça, c'est encore plus énigmatique, parce qu'une galaxie, ça a une taille de plusieurs 100 000 d'années-lumière. Et tandis que le trou noir, il est tout petit dans le centre, il est plus petit que même le système solaire. Et donc là, il y a des phénomènes physiques qui doivent jouer pour avoir ce couplage entre les deux masses qui ne sont absolument pas compris. Et on espère avec le JWST, donc en pouvant pas juste observer les tout premiers trous noirs supermassifs, mais aussi en pouvant justement observer les trous noirs supermassifs dans des galaxies qui sont dans des phases de formation d'étoiles très rapides, où il y a donc beaucoup de poussière, où on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur, de pouvoir aussi suivre leur mode de croissance à travers toute l'histoire de l'univers jusqu'à nos jours. Et ça, c'est une question vraiment exceptionnelle, où donc pour l'instant, on est complètement dans le noir, si je peux dire, mais on espère donc que le JWST très rapidement va nous éclaircir sur ces questions-là qui était une des grandes questions scientifiques qui était à la motivation du JWST dès le début. Donc c'était une des motivations pour le construire et pour faire tous ces efforts technologiques et organisationnels aussi pour arriver à ce point aujourd'hui. D'accord. Question de Le Médisant dans le chat. Avec l'observation des premières galaxies, pourrons-nous en apprendre davantage sur la matière noire ou avoir de nouveaux questionnements à ce sujet? Oui, j'hésite un tout petit peu parce que je crois qu'il y aura d'autres satellites qui vont être lancés très bientôt. Je pense notamment à la satellite Euclid qui, Olivier, tu me corriges, devrait, malgré la guerre en Ukraine et tous les problèmes qui sont associés, devrait être lancée au plus tard en 2023, si j'ai bien compris. Cet instrument-là, il va être beaucoup mieux placé pour répondre à la question de la matière noire dans l'univers et aussi de l'énergie noire dans l'univers. Cependant, je crois que le JWST va aussi répondre à certaines questions, surtout sur la distribution de matière noire au niveau des galaxies individuelles ou au niveau des amas de galaxies. Donc, ce sont des structures qui sont un peu plus grandes. La différence, c'est que la matière noire, elle est très importante pour la structuration de l'univers en gros. Donc là, on parle par exemple des filaments de la toile cosmique, donc des filaments aux plus grandes échelles où la matière n'est pas homogène de manière, pas distribuée de manière
homogène et uniforme, mais où on voit des structures très pointues qui pointent vers les nœuds où il y a plusieurs de ces filaments-là qui se retrouvent. Dans ces nœuds-là, on a les amas de galaxies, on a les galaxies aussi les plus massives dans l'univers, et ils se trouvent dans ces structures-là. Et tout ça nécessite de vraiment regarder l'univers en gros, donc avoir on parle d'un champ de vue, d'observer beaucoup de galaxies à la fois. Ça, c'est pas le point fort du JWST. Le JWST va être très très fort à analyser en détail les structures plus fines dans des galaxies individuelles et de pouvoir donc voir en détail comment ça se passe dans les galaxies individuelles, les mouvements du gaz, les mouvements des étoiles, la formation d'étoiles, les trous noirs dedans, le mouvement des gaz que les trous noirs peuvent causer dans les gaz de la galaxie, comment ils peuvent régler la formation d'étoiles dans ces galaxies-là. Tout ça, c'est pas complètement indépendant de la question de la matière noire, parce que par exemple, la matière noire, c'est dans le cadre pour l'effondrement de matière et la structuration de l'univers. Mais il y a aussi tous ces autres phénomènes qui se passent dans les galaxies qui sont un peu en opposition à cet effondrement de gravitation et qui nous permettent, par exemple, de comprendre pourquoi l'effondrement de matière dans l'univers ne se fait pas aussi rapidement que possible, mais il est plutôt long et on ne comprend pas pourquoi. On sait qu'il faut de l'énergie supplémentaire pour ralentir l'effondrement gravitationnel de matière. Et cette énergie, elle peut uniquement venir d'autres processus qu'on appelle les processus hydrodynamiques. Donc, c'est relié au réchauffement du gaz, l'injection d'énergie, soit par les étoiles jeunes qui sont transformées, par les supernovas qui se passent lorsque les étoiles explosent d'un côté, mais de l'autre côté, justement, des trous noirs supermassifs qui peuvent aussi injecter d'énergie dans les gaz de leur galaxie. Et donc, oui, indirectement, on va apprendre quelque chose sur l'effondrement de matière noire en regardant les processus qui s'y opposent. Donc, et ça, ce sont aussi des processus qui sont importants pour comprendre mieux l'effondrement global de la matière, parce qu'il y a certaines observations cosmologiques qui sont aujourd'hui en contradiction les uns avec les autres. On pense que justement ces processus d'injection d'énergie, par exemple dans les gaz, pas juste des galaxies, mais aussi le gaz qui est dans les amas de galaxies, donc autour des galaxies individuelles qui sont dans des structures très très denses, très très massives, très très larges, que ces processus-là dépendent justement de cette sorte d'équilibre entre l'éjection d'énergie par les trous noirs supermassifs et l'effondrement gravitationnel grâce notamment à la matière noire. Et donc, je crois on va trouver des contraintes très complémentaires avec le JWST qui va aussi nous informer indirectement sur l'effondrement de matière noire. Mais pour vraiment comprendre la matière noire et l'énergie noire tout en détail, là, il faudra attendre Euclide. Mais comme j'ai dit au début, j'espère qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps parce que ça devrait être effectivement le prochain grand lancement d'un satellite astronomique de l'ESA et aussi du CNES. D'accord, merci beaucoup. Et alors justement, on entend souvent dire que Webb est le successeur de Hubble. Qu'est-ce qu'il a de différent? Qu'est-ce qu'il apporte en plus, ce télescope, par rapport à Hubble? Donc je crois, je sais pas, Anthony, tu veux répondre? Vas-y. Pourquoi pas, oui. Ouais, alors c'est une bonne question. Est-ce que c'est le successeur ou pas? Hubble, c'est un télescope qui est optimisé pour le visible et l'UV, qui est en orbite basse. Donc un successeur d'Hubble, ce serait un télescope comme Hubble, un peu plus gros, qui observe dans les mêmes gammes de longueur d'onde. Et là, c'est pas du tout le cas. En fait, on observe à des longueurs d'onde beaucoup plus grandes pour toutes les raisons qu'on a expliquées, pour aller plus loin, chercher des galaxies plus éloignées, le redshift, etc., les atmosphères d'exoplanètes. Donc là, oui, la grosse différence, c'est la gamme spectrale couverte par les instruments. Donc UV est visible pour Hubble et plutôt infrarouge proche et infrarouge moyen pour James Webb. Et comme la qualité, alors là on rentre un peu dans des questions d'optique, d'optique physique même, c'est que une des limitations importantes dans l'observation en astronomie, c'est la taille des plus petits détails qu'on va chercher à observer dans une image. Et cette taille, elle va être soit inversement proportionnelle au diamètre, donc plus le diamètre est grand du télescope et plus la taille d'une étoile est petite, ou alors proportionnelle à la longueur d'onde, c'est-à-dire que plus on va vers l'infrarouge et plus la taille de l'étoile grossit.
enfin la taille de l'image de l'étoile, hein, pas de l'étoile elle-même, ça reste un point. Et donc, si on veut voir des détails, on veut avoir des images très fines. Donc, il faut compenser ça. Olivier l'a mentionné un peu au début, c'est que pour aller dans l'infrarouge, il fallait nécessairement un télescope beaucoup plus gros. Donc, voilà, un télescope de 6,60 m, qui était un peu le minimum, enfin, le maximum de ce qu'on pouvait faire. Et encore, il faut le plier en trois pour que ça rentre dans la fusée. Donc, voilà, de ce point de vue-là, c'est très différent. Après, il y a tout un tas de différences au niveau technique. C'est un télescope qui est déployable, alors que Hubble, c'est un télescope plutôt classique. C'est un télescope qui se trouve à 1 500 000 km de la Terre, alors que Hubble est à quelque chose comme 400 ou 500 km d'altitude, qui tourne autour de la Terre. Donc, c'est pas du tout pareil. C'est pas probablement qu'il va pas durer aussi longtemps que Hubble, bien que, vraisemblablement, la durée de la mission, ça sera au moins 20 ans. Enfin, à peu près 20 ans, donc c'est déjà énorme, en fait. Mais Hubble, il a été lancé dans les années 90, donc ça commence à faire pas mal. Donc voilà, il y a beaucoup de différences, évidemment, entre les deux types de missions. J'aurais envie de dire que le vrai successeur, finalement, de Hubble, ça sera la mission, alors je ne sais pas si elle a un nom, mais il y a quelques temps, elle s'appelait LUVOIR. Maintenant, elle a sûrement changé de nom, qui est un télescope de 6 mètres, 60 aussi, ou 6 mètres à peu près. Donc, comme James Webb, exactement, quasiment la même forme que James Webb, mais lui sera optimisé pour le visible, pour la longueur d'onde visible, et pas les longueurs d'onde infrarouges. Et ça sera plus tard, ça sera dans les années 2040-2045 que la NASA envisage cette mission-là. Donc, il y a pas mal de différences entre les deux missions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose, évidemment, il y a sûrement d'autres choses à dire sur les différences Hubble-James Webb. Ce qu'on peut peut-être mentionner, c'est qu'il y a également en construction des super télescopes géants terrestres, à la fois en Amérique du Sud pour la partie européenne et puis en Amérique du Nord, des télescopes de la gamme de 30 mètres de diamètre qui seront capables d'avoir des performances comparables à celles de Hubble, voire meilleures en fait. Donc ça fera partie de la génération qui ira plus loin que Hubble dans certains objectifs, notamment en termes de qualité d'image, de résolution. Donc voilà, ça va être un peu les deux volets, mais ils ne pourront pas faire tout ce que fera le LUVOIR, la future grande mission NASA des années 40. Mais en tout cas, ça fait aussi partie des futurs observatoires très puissants, suite à Hubble. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Olivier et aussi Anthony. Cependant, pour revenir à la question initiale, je voudrais aussi souligner que du côté technologique, effectivement, il y a des grandes différences et ce n'est pas un successeur de Hubble. Cependant, scientifiquement, au moins pour certains domaines, c'est bien un successeur de Hubble. Par exemple, quand on regarde dans l'extragalactique, donc Hubble, un des grands objectifs dès le début, c'était de regarder les galaxies les plus distantes. Or, avec les travaux justement de Hubble, pendant les premières, disons, 10 années de ces opérations, on s'est rendu compte qu'on a pu accéder à des phases dans l'univers environ il y a 10 milliards d'années, quand les galaxies étaient extrêmement actives. C'est vraiment la phase primaire, ou la phase la plus rapide de la formation des galaxies, surtout les galaxies massives dans l'univers. Mais il y avait une phase encore plus précoce. Et cette phase-là, on a pu commencer tout doucement de regarder les galaxies dans cette toute première phase de l'histoire de l'univers avec Hubble. Mais aujourd'hui, on a une poignée de sources de galaxies exceptionnelles qu'on peut donc observer à des distances les plus grandes dans l'univers. Et un des grands cibles du JWST, ça va être de nous faire voir les toutes premières galaxies, entre guillemets. Donc, les premières générations des galaxies qui se sont formées donc quelques 100 millions d'années après le Big Bang. Et ces galaxies-là, c'est pas complètement impossible d'observer ça avec Hubble, mais c'est extrêmement difficile. Il faut observer pendant très très longtemps sur des très petites régions dans le ciel où on regarde encore et encore et encore pour une trentaine d'heures parfois la même partie du ciel pour pouvoir rassembler suffisamment de photons pour voir ces galaxies-là. Et ça, c'est un travail qui va être beaucoup plus simple avec le JWST parce que le JWST étant optimisé à observer à des longueurs d'onde plus rouges, donc
dans la partie du spectre d'une galaxie où la galaxie est très lumineuse par rapport au rayonnement beaucoup plus faible qu'on a pu voir avec Hubble. Donc là, on pourra vraiment se focaliser sur la découverte déjà d'un grand nombre de ces galaxies-là, qui seront donc les galaxies dans les premières centaines de millions d'années après les Big Bang. Et l'espoir, c'est de comprendre comment ces galaxies se sont formées. L'espoir, c'est aussi comprendre comment ces galaxies, comment elles ont influencé l'apparence de l'univers en total. Parce que l'univers, tout d'abord, il y avait le Big Bang, l'univers était très chaud, il y avait beaucoup de rayonnement, c'était très lumineuse, disons. Hein. Et après, au fur et à mesure, l'univers s'est gonflé, il s'est refroidi. Et il y avait un moment, environ 300 000 d'années après le Big Bang, où la lumière, le rayonnement qui était toujours dans l'univers, il a perdu autant d'énergie qu'il n'était plus visible à l'œil. Donc, il n'y avait pas d'observateur, évidemment, parce que l'univers était complètement vide. Il n'y avait même pas d'étoiles, il n'y avait pas de planètes, certainement pas d'humains pour l'observer. Mais si jamais on aurait pu observer l'univers à ce moment-là, l'univers aurait été sombre. Il n'y avait strictement rien dedans. Il y avait beaucoup dedans, mais il n'y avait pas de structure dedans. Il y avait juste de la matière noire qui était en train de s'effondrer. Et il y avait une sorte de brouillard d'hydrogène avec un peu d'hélium, en gros, qui a formé un brouillard qui était presque uniforme. Je dis presque parce qu'il y avait un tout petit peu de structure là. Et ces structures dans ce brouillard, ils ont suivi donc l'effondrement de matière noire qui se fait un peu plus vite. Et finalement, il y avait du gaz qui s'est accumulé dans le centre de ces structures de matière noire qu'on appelle des halos de matière noire. Et ces structures-là de gaz, ils ont formé les premières galaxies, ils ont formé les premières étoiles. Aujourd'hui, on n'a aucune idée comment se sont formées les premières étoiles. Si l'univers se comportait strictement comme ce qu'on attend, normalement, il n'aurait pas dû se produire, donc on n'aurait absolument toujours rien dans l'univers. Heureusement qu'on ne sait pas tout, donc l'univers, à l'époque, il a su faire. On va se rendre compte un jour ou autre comment ça s'est fait. Avec JWST, on ne va probablement pas voir les toutes premières étoiles, mais on va avoir les galaxies un tout petit peu plus tard qui vont déjà nous permettre de dire beaucoup plus que ce qu'on sait aujourd'hui sur ces toutes premières étoiles. Et ce qui est important, c'est que ces premières étoiles, donc, au moment où ils ont commencé à rayonner, d'abord, ils ont rencontré ce brouillard. Ils ont rencontré beaucoup d'hydrogène neutre. Et l'hydrogène neutre, il est très efficace à absorber le rayonnement des premières étoiles. Donc, la toute première lumière, on ne va pas le voir parce que cette première lumière, elle a créé des canaux, disons, transparents en déclenchant des processus atomiques qu'on appelle la ionisation du gaz. Et c'est grâce à ces effets d'ionisation que l'univers est au fur et à mesure devenu transparent pour nous. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de regarder donc, à travers le temps et de regarder jusqu'aux premières galaxies, ou presque. Et donc là, on va vraiment faire le mieux de la transparence de l'univers pour regarder les toutes premières phases dans la formation des galaxies, pour pouvoir mieux éclaircir aussi comment se fait cette période de réionisation de l'univers, comment est-ce que ce brouillard, comment est-ce qu'il a été levé, et donc comment est-ce que l'univers a pris la forme finale qu'on observe aujourd'hui. Et là, il y a aussi énormément de questions qui ne sont pas résolues. Tout cela, on ne peut pas faire avec ces même pas quelques dizaines de galaxies qu'on connaît dans ces distances-là, qu'on a pu trouver avec Hubble. Donc là, il faut vraiment un observatoire spécialisé. Et là, c'est aussi un des grands défis, un des grands espoirs qu'on a pour les JWST, de nous informer sur ces phases très, très, très précoces. Et de vraiment, là, on remonte vraiment dans les temps jusqu'au début. Hein. Donc là, ce sont des moments assez, je dirais, assez mystiques. Donc vraiment la première lumière dans l'univers, hein, c'est presque biblique, disons. Donc là, on est vraiment dans les grandes questions qu'on va aborder de manière scientifique. Et ça, je trouve, c'est assez aventureux, assez spécial de pouvoir témoigner dans un moment où l'espèce humaine est capable de le faire, de vraiment remonter au temps jusqu'à la première lumière, ou presque, dans l'histoire de l'univers. Bon, on a hâte de découvrir tout ça. Olivier, on a hâte de découvrir tout ça. Le 12 juillet, on sera plus. La semaine prochaine. Oui. Je me disais que, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, sur comment on fait pour savoir, quand on observe avec le James Webb, que tel objet qu'on voit, telle image,
c'est une galaxie des tout débuts de l'univers et non pas un objet, un disque tout proche de notre galaxie. Donc en fait, il y a un moyen très puissant qui est lié à l'expansion de l'univers, qui fait que euh, euh, la lumière voyageant dans le temps, dans l'espace, elle subit un étirement de sa longueur d'onde, comme toutes les longueurs dans toutes les distances dans l'univers. L'univers étant en expansion, toutes ces distances augmentent avec le temps. Et donc la lumière qui a été émise par les toutes premières galaxies, par exemple dans le domaine du visible, en voyageant dans l'espace, elle va s'étirer et aller de plus en plus dans l'infrarouge. Et donc les objets qui sont les plus éloignés de nous en distance, on va dire, hein, leur lumière a mis énormément de temps à nous arriver et va nous arriver dans l'infrarouge. C'est une des premières raisons pour lesquelles on observe dans l'infrarouge avec James Webb, c'est que ces premières galaxies, comme l'a dit Nicole, c'est difficile de les voir avec Hubble parce que leur lumière, elle a depuis longtemps beaucoup shifté dans l'infrarouge. Donc ça c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est que cette lumière, on l'analyse spectralement, c'est-à-dire on regarde un peu ce qu'il y a dans les différentes longueurs d'onde de l'infrarouge. Et il y a des signatures, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des signatures caractéristiques liées à l'hydrogène notamment, qui est largement majoritaire à cette époque-là, et encore maintenant, et qui nous permettent, en fait, par une sorte, on va dire, quelque chose qui s'apparente un peu à l'effet Doppler, de savoir si cette lumière nous parvient de très loin ou de pas très loin. Et donc, avec James Webb, quand on va regarder des champs, typiquement des champs profonds, on va voir des objets inconnus apparaître, et puis d'autres qui sont peut-être des galaxies plus proches de nous, et on est capable de savoir lesquelles viennent du fin fond de l'univers et lesquelles sont plus proches. Donc, faut clarifier ça pour savoir pourquoi dans un champ de James Webb, on aura la profondeur, en fait. On est capable d'estimer la distance des objets qu'on voit. D'accord, merci pour ces précisions. Donc, on a bien noté que la semaine prochaine, le 12 juillet, on allait recevoir de très belles images. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, je sais qu'on ne dira pas plus que ce qu'on... Pardon, j'ai un micro qui vient de tomber. Les aléas du direct. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui sera dévoilé la semaine prochaine? Personne ne le sait, a priori. Hein. Même nous, c'est totalement sous embargo. Quand vous parlez avec des scientifiques qui sont à Baltimore, donc qui sont directement impliqués, ils ne nous disent pas. J'ai essayé de parler avec eux. C'est le grand énigme. Il y a d'autres secrets qu'ils nous ont relevés, mais pas ça. Donc, on peut deviner un tout petit peu. On a l'information qu'ils vont publier l'image la plus profonde qui a jamais été prise par l'univers. Donc, ça rentre parfaitement dans cette question des premières galaxies. Donc, profonde, ça veut dire, pour nous, ça veut dire donc observer pendant très longtemps pour pouvoir observer les objets les plus faibles et les plus distants. Ça ne va probablement pas être l'image la plus profonde jamais prise avec le JWST parce qu'ils n'ont pas observé assez. Donc, ils vont faire des observations très, très longues dans quelques années. Pour l'instant, il y a autant de trucs à faire qu'ils vont commencer certainement par les observations un peu plus simples. Mais à un moment donné, on va avoir des données encore plus profondes. Mais donc ça, c'est une nouvelle. On sait aussi à peu près avec les projets de Early Release Science qu'ils ont donc été conçus pour être les tout premiers à être observés. On sait ce qui devrait être dedans. Donc là, on peut deviner, il y a des projets autour par exemple, des régions de formation d'étoiles dans la Voie lactée qui vont observer la nébulosité d'Orion. M42, s'il y a des amateurs, des astronomes amateurs qui nous écoutent, vous savez parfaitement de quoi je parle parce que c'est un objet qu'on peut très bien voir avec les petits télescopes, même avec l'œil nu, qu'on en sait où c'est dans la constellation d'Orion. Donc, eux, ils vont observer une petite partie de cette région de formation d'étoiles pour très bien comprendre comment rayonnent les différents constituants pour avoir une référence aussi qu'on pourra utiliser, nous, pour mieux étudier les galaxies plus distantes où on ne voit pas tous ces détails, mais on a besoin de bien comprendre d'où vient quelle sorte de rayonnement pour pouvoir mieux identifier les données qu'on va recevoir. Il y a un projet ERS qui est très, très chouette sur les planètes dans le système solaire, notamment sur
Jupiter, donc la grande tache rouge de Jupiter, qu'ils vont étudier en détail, les régions polaires de Jupiter, qu'ils vont aussi examiner en détail. Et ils vont aussi vouloir observer les lunes, les volcans sur la lune de Saturne qui s'appelle Io, qui sont aussi très très bien connus par tous qui s'intéressent pour l'astronomie, je crois, parce qu'il y a des observations déjà très très jolies qui ont été faites avec les satellites qu'on a envoyés sur place. Là, ça va être plus distant, mais on va quand même pouvoir observer à long terme donc l'activité des volcans sur une planète, sur une lune autour d'une planète à l'autre bout du système solaire. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait rêver. Pour nous, le projet où je fais partie, on va observer plusieurs de ces trous noirs supermassifs, donc dans des galaxies qui sont en train d'interagir fortement avec leur galaxie hôte. Et on voudrait bien comprendre si ces trous noirs sont vraiment capables d'arrêter la formation d'étoiles dans leur galaxie hôte et donc la croissance en masse de leur galaxie hôte pendant 10 milliards d'années. C'est ce qu'on soupçonne grâce à d'autres données. Et donc là, on a plusieurs de ces objets-là qu'on a mis dans un programme Early Release Science à des différentes distances pour pouvoir commencer à voir comment, avec le JWST, on peut faire ces observations-là qui vont quand même être assez difficiles, même avec le JWST. Et donc, peut-être on aura des premières réponses sur le fonctionnement des trous noirs il y a 10 milliards d'années dans l'univers. Donc voilà, il y a toute une gamme un peu devinée. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut déduire par les projets qui sont le plus susceptibles d'être rendu public dans quelques jours. Alors, cependant, je crois que personne ne sait vraiment avec certitude ce qui va se faire. Sauf peut-être Olivier, si tu as des contacts. Ouais, j'ai eu le directeur de l'astrophysique à la NASA vendredi soir au téléphone et il m'a dit que même lui, il ne savait pas. Il a dit que c'est les équipes donc, qui quelque part qu'il manage ne lui disent pas, n'ont pas le droit de lui dire. Alors aux États-Unis, c'est extrêmement rigoureusement respecté ce genre de règles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que l'idée, quand même, très probablement, ça va être de montrer un échantillonnage de tout ce que peuvent faire les instruments. On a beaucoup parlé de MIRI, il y aura sans doute aussi quelque chose avec le coronographe, on peut imaginer. On n'a pas parlé de NIRSPEC, qui est l'autre instrument. Alors, il y a NIRCam, qui est la caméra pour faire des images en infrarouge un peu plus proches, à plus courte longueur d'onde américaine, qui a été utilisée notamment pour faire tous les réglages fins du télescope. Donc là, il y a quelques images qui ont déjà été un peu publiées par la NASA ces derniers mois, qui sont déjà très spectaculaires. Et le troisième instrument, c'est NIRSPEC. Et NIRSPEC, c'est un instrument qui était fourni par l'ESA directement avec l'industrie. C'est le deuxième instrument européen fourni. C'est également une super machine. Alors, c'est un peu moins médiatiquement spectaculaire parce que c'est des spectres. Mais tout à l'heure, Anthony mentionnait le fait qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'astronomie, on a construit des instruments comme MRS sur MIRI qui font sur une même prise de vue les spectres de plusieurs objets dans le champ de vue. NIRSPEC, il est dédié à ça. En fait, c'est un spectromètre qui a devant lui une sorte de grille avec des micro-miroirs, des micro-obturateurs qu'on peut programmer à l'avance. Et on peut ouvrir ou fermer, c'est des petits volets. Et selon la zone du ciel qu'on pointe, on connaît les galaxies qu'on veut observer, les objets qu'on veut. On ouvre et on ferme par télécommande ces petits obturateurs. Ça permet de faire le spectre de chacun de ces objets sans être pollué par les autres objets du champ de vue qui envoient de la lumière aussi. Et ça, c'est très puissant et je pense qu'on va sans doute avoir aussi... c'est une première, c'est la première fois aussi qu'on utilise ce genre de technologie de micro-volets dans l'espace qui a été développé par la NASA en fait, qui a été fourni par la NASA à l'ESA pour le mettre devant l'instrument NIRSPEC. Et c'est également très prometteur. Pour la petite histoire, quand Nicole a mentionné le fait que la première année d'observation est déjà prévue, c'est-à-dire que les programmes de temps ont été sélectionnés et donc on sait comment les instruments vont être utilisés pendant la première année. NIRSPEC est demandé dans 40% des cas, MIRI dans 30% des cas. Donc les deux instruments européens, on va dire, même s'il y a des contributions américaines, constituent 70% des demandes pour la première donnée d'observation. Et ça, c'est une statistique importante à savoir. L'Europe contribue à 5% en termes de budget à l'ensemble du programme, mais les deux instruments européens trustent 70% des demandes. Et d'autre part, si on regarde les demandes de spectroscopie,
Alors, NIRSpec ne fait que de la spectroscopie, mais MIRI, on peut le demander en spectroscopie ou en imagerie. C'est également le cas de l'instrument canadien. La spectroscopie est également demandée. Alors, il se trouve que par hasard, ça tombe sur le même chiffre, c'est 70% des cas. Donc, la spectroscopie, c'est un peu moins médiatique, c'est moins facile à montrer, mais ça va être une grosse partie des grandes découvertes permises par James Webb. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter, il ne faut pas oublier que ce qui est peut-être le plus intéressant, ça va être toutes les découvertes qu'on n'attend pas aujourd'hui. Parce que avec le Hubble, quand on regarde les cas scientifiques qu'il y avait au début, ils étaient intéressants, ils ont été menés à terme, mais il y avait les grandes découvertes qu'on connaît aujourd'hui de Hubble, ce n'étaient pas celles qui étaient prévues. Et vu comment le JWST va nous permettre de faire des observations d'hiver, je crois qu'il y aura énormément de choses qu'on va apprendre qu'on n'attend même pas. Un exemple, au début de Hubble, il n'y avait aucune exoplanète qui était connue. Et finalement, Hubble a déjà aussi joué tout un rôle dans cette exploration-là. Donc là, on parle des toutes premières observations. On est tout curieuse de voir ce qu'on peut observer la semaine prochaine. Mais je crois vraiment les très grandes surprises, ils vont venir après et on ne les attend même pas. Donc voilà, ça va être encore mieux. Eh ben, on a hâte. Merci beaucoup. Ça va être la fin de cette émission. Je vais vous libérer. Je voudrais vous remercier tous les quatre d'avoir répondu à toutes mes questions et à toutes les questions du chat également, d'avoir pris du temps pour partager toutes vos connaissances et vos expériences. Donc un grand merci. Merci au chat, aux spectateurs et spectatrices qui étaient là, qui ont posé plein de questions super intéressantes. Je voudrais remercier également les modérateurs dans le chat qui sont présents. Donc nous avions Aydendal, Derzip Techaten, Amoripi, Véchabret, Litali, Sunskull, Germain Edvis et Le Geek qui étaient là. Merci à vous. Et puis merci aux équipes communication du CNES, du CNRS, de l'Observatoire de Paris et du CEA pour avoir préparé et monté cette émission. Donc on se donne rendez-vous le 12 juillet, c'est ça, pour découvrir ces images. Ce sera diffusé notamment sur Twitch avec Arte. J'ai plus l'heure exacte, mais c'est dans l'après-midi. Restez connectés sur les réseaux du CNES, vous aurez toutes les informations à ce sujet. Donc voilà, ce sera une émission animée par Valentine Delattre et Marie Trébert avec Sébastien Carassou comme vulgarisateur invité. Voilà, ils décrypteront les images reçues. Et ça s'annonce fort intéressant. Donc encore merci à tous les quatre. Et puis on se donne rendez-vous le 12 juillet. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.